Quand on est écrivain, romancier, on a un avantage. On peut ne pas être à une contradiction près. On peut écrire des romans noirs, des polars et avoir pourtant une peur panique des policiers. On peut aussi imaginer des personnages mutiques et pourtant adorer bavarder, échanger, répondre. Et c'est le cas de Jean-Patrick Manchette, le père du nouveau polar, dont une vingtaine d'entretiens viennent d'être compilés dans un livre. Qui est ce romancier ? Quelle était sa vie, son style ? Qu'est-ce qui l'inspirait ? On vous raconte Manchette ce midi dans le Book Club avec Pierre Croze. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. De notre partenaire babelio.com, avec nos invités aussi et nos lecteurs, bien sûr. Mais d'abord donc, la parole est à Jean-Patrick Manchette. Je voulais être écrivain de cinéma et personne ne voulait lire mes sujets, ceux que j'allais porter au producteur. Alors j'en ai fait des livres en me disant, avec la belle assurance de la jeunesse, si c'est un bouquin, ça les impressionnera, ils achèteront les droits, je deviendrai adaptateur de mes propres bouquins. Ça a marché parfaitement. Puis j'ai été très étonné parce que je me suis aperçu que je m'intéressais beaucoup plus finalement aux bouquins que j'écrivais qu'à l'écriture de cinéma. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Et on commence donc avec la voix de Jean-Patrick Manchette dans l'un des rares entretiens filmés de l'écrivain. Bonjour Nicolas Le Flahaec. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous, enseignant à l'Université de Bordeaux, agrégé en lettres modernes. Vous êtes en duplex avec nous, spécialiste donc de l'œuvre de Jean-Patrick Manchette. Vous avez soutenu votre thèse sur lui, c'était l'année dernière. Vous nous donnez à lire aujourd'hui une édition de la majeure partie des entretiens de Jean-Patrick Manchette que vous publiez à la Table Ronde sous le titre « Derrière les lignes ennemies », entretien 1973-1993, entretien réuni par Doug Hedline, le fils de Jean-Patrick Manchette. Qu'est-ce qui a motivé ce recueil et cette édition, Nicolas Le Flahaec ? Alors, c'est déjà un recueil qui s'inscrit dans un vaste travail effectivement de publication à titre posthume des œuvres de Manchette qui a été commencé par Doug Hedline peu après la mort de son père en 1995. C'est l'une des particularités de l'œuvre de Manchette, c'est qu'elle vit toujours. Donc il y a eu un roman posthume le début d'un roman posthume qui a été publié, un roman inachevé, le journal, la correspondance, des chroniques. Et ces entretiens, d'une certaine manière, qui ont effectivement été réunis par Doug Hedline, sont dans le sillage de ce travail au long cours de publication. Et après, ce sont des entretiens qui sont intéressants à plusieurs titres. Pour les lecteurs de Manchette, pour ceux qui le connaissent bien, mais aussi pour ceux qui auraient envie de le découvrir. Donc, on s'est dit que ce serait quand même intéressant que ces entretiens, donc, qui ont été, c'est le principe, déjà publiés ici ou là, qui étaient éparpillés, qui pour certains étaient encore un peu accessibles, et puis pour d'autres qui ne l'étaient plus du tout. On s'est dit que ce serait quand même intéressant de les réunir dans un livre. Et il est apparu que le fait de compiler ces 20 années en fait, d'entretien, ça disait beaucoup de choses sur l'existence de Jean-Patrick Manchette, parce qu'il nous raconte un petit peu son parcours, comment justement, il le dit dans l'extrait que vous avez utilisé, comment un jeune homme qui espérait travailler pour le cinéma est devenu un écrivain, et quel écrivain. Les entretiens aussi nous disent beaucoup de choses. On s'en est rendu compte sur la fabrique du roman, les coulisses de l'écriture. C'est aussi une somme de textes vraiment indispensable pour les amateurs de polar. Et puis en plus, il y a quelque chose qui vient de l'art de l'échange de Jean-Patrick Manchette, de ce paradoxe que vous avez bien énoncé, qui est à la fois une certaine réticence pour les entretiens, et notamment pour les entretiens avec certains journaux, et en même temps une indéniable générosité dans les entretiens. Il y a de l'humour, il y a aussi un art de l'irrévérence. Et donc, il nous est apparu que ces entretiens-là pouvaient vraiment donner un livre. On va les parcourir, évidemment, dans l'œuvre de Manchette. Ces entretiens. Et pour parler de Jean-Patrick Manchette, on a également convié
un auteur de romans policiers. Jérôme Leroy, bonjour. Bonjour. Lauréat du 11e prix des lecteurs Quai du Polar, décerné en mars 2015 à Lyon dans le cadre du festival pour votre roman L'Ange Gardien. C'était chez Gallimard dans la série noire que l'on peut lire aujourd'hui chez Folio Policier. Un roman dans lequel vous vous penchez aussi sur le sort de nos démocraties moribondes. C'est un polar, mais c'est un peu plus qu'un polar, avait-on dit de votre roman à l'époque, Jérôme Leroy. Comme on le disait d'ailleurs, des romans de Jean-Patrick Manchette. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces romans? C'est pas simplement une histoire policière, un mystère et une enquête. Je suis pas très d'accord avec la formulation, excusez-moi, mais Allez-y. un peu plus qu'un polar. C'est-à-dire que en soi, c'est ramener le genre à une marchandise. Et d'ailleurs, Manchette en parle. Il dit que de fait, c'est une marchandise, mais qu'il essaye aussi d'en faire autre chose. Et cette autre chose, du point de vue des thèmes, par exemple, c'est qu'il apparaît à une époque du roman noir où, il le dit lui-même, ce sont essentiellement des histoires de truands, notamment dans le polar français. Et lui renoue d'une certaine manière avec le vrai roman noir des origines, celui de Dashiell Hammett, par exemple, de Chandler, parle d'Hemingway aussi, même si c'est pas du roman noir, justement, c'est pour ça qu'il faut éviter de dire plus que du roman noir, c'est de la littérature tout simplement. Et les thèmes qu'il fait revenir sont effectivement notamment ceux de la collusion de la police avec... il n'y a plus de bons et de méchants chez Manchette. On sait que c'est un véritable auteur de romans noirs. La police n'est pas plus... Quand vous disiez, il est fou, mais il adore les romans policiers, mais il a une peur panique des polars. Moi, je trouve que c'est plutôt un signe de bonne santé mentale. Des policiers, je trouve que c'est plutôt un signe de bonne santé mentale, en fait. Et cette collusion, voilà, entre le patronat, la police, il aborde des sujets qui n'étaient pas abordés dans des enlèvements politiques, comme dans l'affaire de Gustro, tout en s'inspirant d'ailleurs il le montre bien, il l'explique bien dans les entretiens, de parfois simplement d'une impression. Puis on peut retrouver à travers lui, par exemple, des thèmes, avant de revenir vous voir, je le disais, donc Odingo au château, dont il parle d'ailleurs aussi dans les entretiens, qui en disant que finalement c'était deux lignes d'un fait divers avec une femme qui s'était enfuie avec un enfant, et puis c'est tout. Et après, on s'aperçoit en relisant le roman, par exemple, qu'il y a une satire de l'antipsychiatrie, qui était pourtant, à l'époque, quelque chose qui était considéré comme extrêmement progressiste. Manchette se méfie de son propre, du côté trop progressiste parfois des romans noirs, des néopolars de cette époque. Des néopolars de l'époque des années 70 et 80. On va évidemment parcourir son œuvre, sa façon aussi d'écrire. Vous en avez dit un mot, Jérôme Leroy. D'abord peut-être Nicolas Le Fleck. Quelle est sa vie? D'où vient-il, ce Jean-Patrick Manchette? Il est né à Marseille en 1942 dans la classe moyenne, dit-il lui-même. Il arrive rapidement en région parisienne à Malakoff. Il dit enfance et première jeunesse à Malakoff, c'est sa façon de résumer les choses. Et comment il en arrive justement à l'écriture, au polar, à la lecture de ce genre-là? Alors, il le raconte à différentes reprises, effectivement. Alors, il a découvert le polar assez jeune. Et puis, grâce notamment à sa grand-mère, enfin l'une de ses grand-mères. Et il y a eu une pause après dans son adolescence, et il a redécouvert après le polar lors de sa rencontre avec son épouse Mélissa. Et au début, effectivement, donc il se destinait pas exactement à devenir écrivain et romancier et écrivain de polar, même si on sait qu'il avait quand même fait des tentatives et que ça traînait quand même dans un coin de sa tête. C'est un immense cinéphile, c'est un amoureux du cinéma, et c'est quelqu'un qui d'abord ambitionnait de travailler dans le cinéma comme scénariste. Or, ça a été extrêmement compliqué, et il a dû écrire pour vivre, en fait, vivre de sa plume assez rapidement, et enchaîner les travaux alimentaires. Donc en 3 ans, de 68 à 71, il a écrit quand même, il faut se représenter ce que c'est, une dizaine d'ouvrages, un peu comme un forçat de la machine à écrire. Alors il y a de tout, il y a des novélisations, il a écrit des romans qui ont été signés après par une speakerine, Sylvette Cabrissot. Il a écrit même un roman pornographique, Les Chasses d'Aphrodite, qu'il a signé dans une collection dirigée par Régine Deforge sous le pseudonyme donc de Zeus de Castro.
Et donc, il a beaucoup travaillé, en fait. Et alors, il dit dans les entretiens que alors, ça a été très éprouvant, on le voit dans son journal. Il y a notamment l'écriture du roman pornographique. Il a l'impression d'avoir touché le fond. Et puis, il est frappé, il le dit, par la banalité totalitaire de la vie, la nécessité d'écrire énormément pour pouvoir survivre. Et dans le même temps, il raconte dans les entretiens que ces années-là ont été des années de formation extrêmement précieuses qui lui ont appris son métier, à écrire bien, à écrire vite, à avoir le souci du détail, donc qui lui ont permis aussi de s'avancer vers sa trajectoire de romancier après. Jérôme Leroy, vous parliez... Pardon Nicolas Le Fleck, Jérôme Leroy, il parlait tout à l'heure c'était ça. De la vision aussi politique, enfin en tout cas de l'aspect très politique dans ses écrits. Ça vient aussi de son parcours à lui. C'est un ex-militant gauchiste, il a travaillé, il a adhéré à l'UNEF très vite, il a raté Normal Sup dans son parcours. Il y a un rapport à la politique qui fait partie de lui et ça va se retrouver dans ses écrits. Ah oui, oui, enfin, il a surtout appartenu il s'est surtout senti très proche d'un courant politique, mais aussi intellectuel, esthétique, qu'on a appelé le situationnisme, dont Guy Debord était la figure majeure. Et on pourrait qualifier ces polars de situationnistes, c'est-à-dire pour aller très vite, des polars qui mettent en scène ce que Debord appelle la société du spectacle, où tout ce qui était directement vécu s'éloigne dans une représentation. Les personnages de Manchette sont des personnages qui n'ont pas l'impression de vivre pleinement leur vie. Et alors je citerai Le Petit Bleu de la Côte Ouest, par exemple, où Manchette dit dans les entretiens que il a pris le sujet le plus con, je le cite, qui est le malaise des cadres. Alors ça, c'était très à la mode dans les années 70, et il montre l'aliénation de ces cadres supérieurs. Et ça, c'est une illustration parfaitement situationniste du monde du travail de cette époque-là. Alors, puisque vous en parlez justement, on va se tourner vers Pierre Croz de babelio.com. Pierre, c'est le titre, le roman le plus cité, commenté sur votre site. Hein. Oui, alors Manchette, il totalise à peu près 400 critiques sur Babelio, mais il y a 2 romans qui sont particulièrement appréciés sur le site. Ils ont environ 1000 lecteurs chacun. C'est La Position du tireur couché et Le Petit Bleu de la Côte Ouest, avec un léger avantage pour ce dernier en ce qui concerne la note moyenne des lecteurs. Je vous en cite une critique. Avec une économie de mots et d'effets, Jean-Patrick Manchette crée une remarquable version française des romans noirs américains. Violence et critique sociale sur fond de jazz sont les ingrédients de ce Petit Bleu de la Côte Ouest, un héros improbable, capable de sauver sa peau, mais pas son âme. Alors c'est peut-être une question que je peux vous poser à tous les deux. Qu'est-ce qui fait que ce roman-là soit aussi populaire selon vous ? Est-ce que c'est mérité, le fait qu'il soit aussi apprécié des lecteurs ? Est-ce que c'est l'apothéose aussi du style Manchette ? Je suis pas sûr. Je pense que sa production se caractérise par une remarquable unité de ton et une remarquable égalité dans le très haut, si je puis dire. Mais par exemple, alors je sais pas pourquoi. Je sais que on a tous les lecteurs de Manchette ou les Manchettiens ont leur petit préféré. Moi, c'est Fatal, un roman qui lui a donné énormément de mal. Alors je ne sais pas quelles sont vos statistiques sur Fatal, mais j'ai pas d'explication précise parce qu'effectivement le malaise des cadres. Si j'ai une explication, le malaise des cadres, c'est pas les gens ne lisent pas ce livre parce que ça raconte le malaise des cadres dans les années 70. Les gens lisent ce livre parce que c'est un remarquable roman noir, c'est-à-dire à quel point Manchette, qui lui-même ne cesse dans les entretiens de critiquer le devenir marchandise de cette littérature de divertissement, en fait là un objet littéraire, avec des citations blanches de Hegel, avec toute une série de choses qui ne se... Alors, ça donne une espèce de forme pure, comme ça, qui fait que pour un lecteur, il a l'impression de tomber en quelque sorte face à un archétype du roman noir. C'est-à-dire, finalement, c'est déjà un roman noir, c'est quoi ? C'est une personne ordinaire, en l'occurrence un cadre sup, qui se retrouve au sein d'une machination et qui en devient... c'est des personnes ordinaires qui sont dans une situation extraordinaire. Et c'est, je pense, ce qui peut plaire, c'est ce roman-là qui est le plus... qui est l'archétype, finalement, du roman noir, peut-être, parce que précisément, pour moi, le roman noir, en tout cas, c'est souvent des gens ordinaires qui se retrouvent dans une situation extraordinaire. On va se tourner vers la communauté du Book Club avant de retrouver Nicolas Le Fleck dans un instant. Yann est un grand fan de Jean-Patrick Manchette. Voilà ce qu'il retient de son œuvre et de ses écrits.
L'œuvre de Manchette s'impose par son efficacité, sa sécheresse de ton, son humour, son intelligence, mais surtout par la vibration éminemment littéraire qui s'en dégage. Manchette hisse le polar sur un pied d'égalité avec la grande littérature. Il définissait ainsi le polar. C'est un genre de livre qui est, dès ses origines, produit directement pour le marché. Il est produit directement pour être vendu. Il n'est pas produit par quelqu'un qui a un mécène, par exemple, ou qui a des rentes et qui écrit pour l'amour de l'art. Il est écrit pour bouffer. Et dans la mesure où il est écrit pour bouffer, il devient la vérité du roman artistique, parce que le roman artistique aussi est devenu un objet de marché. Par sa qualité, son exigence, ses moyens, on peut penser que l'œuvre de Manchette est à l'origine de cette fusion entre polar et grande littérature. Il décrivait ainsi cette fusion en 1979. Les artistes se mettent à pondre dans le genre et le genre se met à faire dans l'art. Si nous lisons aujourd'hui l'œuvre d'un Jean Richenoz, par exemple, qui joue avec les genres romanesques, c'est grâce à Manchette qui a montré que le polar était résolument de la littérature. Et puis, en secret, pendant qu'on raconte sa petite histoire polareuse avec plein de coups de feu et tout ça, on est en train de travailler sur le texte et personne ne le sait. Nicolas Le Fleck, cette petite histoire polareuse, c'est donc de la littérature. Alors oui, et dans le même temps, c'est quelque chose dont Manchette se méfie beaucoup, ça. C'est-à-dire cette idée, il avait anticipé que le polar finalement serait un petit peu récupéré par une culture plus institutionnelle, et lui, il était quand même attaché au fait que le polar soit originellement et demeure un mauvais genre. Et j'y repensais tout à l'heure à propos de ce que vous disiez, ce que disait Jérôme. Ce qui est amusant, c'est qu'il a listé de son vivant une petite liste de lieux communs sur le roman noir. Et dans les 45 lieux communs, donc inusables sur le roman noir, il écrit « Ce n'est pas seulement un auteur de romans policiers, c'est aussi un véritable écrivain ». Donc il s'amuse aussi un petit peu, si vous voulez, de ce fait que on essaye d'élever un petit peu le roman noir en le reconnaissant comme de la littérature. Évidemment que Manchette est un immense écrivain, mais vous voyez, il se méfie un petit peu de cette récupération. Pour lui, en fait, je pense que, pour bien comprendre ce qui fait la particularité de son œuvre, c'est qu'il faut avoir à l'esprit que il a renouvelé le roman noir dans les années 70 du point de vue des sujets. C'est un auteur qui est en prise avec son époque. Il a renouvelé du point de vue de la forme, avec une écriture extrêmement travaillée, qui est effectivement parfois sèche, mais elle sait se contracter, mais elle peut aussi se déployer. Il est capable de très longues phrases, il a une très bonne maîtrise syntaxique, et il y a des élans comme ça qui font que son écriture est complexe. Et donc, dans le même temps, il avait toujours à l'esprit que, alors comme il le dit, c'est une formule qu'il emprunte à Marx, la forme n'est pas la forme si elle n'est pas la forme du contenu. C'est-à-dire qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui, dans son esprit, va arriver à trouver une forme en accord avec le fond. Donc, c'est pas seulement un simple styliste, vous voyez, dans son esprit, c'est vraiment quelqu'un qui devait mettre la forme du polar au service d'un regard sur le monde. Notre lecteur. Si je peux ajouter un petit point Nicolas. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, et je rejoins vraiment ce que dit Jérôme, qui est un très grand connaisseur de Manchette. D'ailleurs, pour les amateurs, dans Les Derniers Jours des Fauves, le roman de Jérôme, il y a plein de références à Manchette. Il y a même, c'est plutôt amusant, l'un de ses personnages qui écrit un mémoire de master sur Jean Richenoz et Jean-Patrick Manchette, les modes de subversion de la littérature de genre, ce qui est plutôt vous vous êtes reconnu. Et là où je rejoins Jérôme, c'est ça. Et là où je rejoins Jérôme, en fait, c'est que y a parfois une méprise sur Manchette qu'on présente, et je m'inscris vraiment en faux contre ça, comme une espèce d'idéologue. Alors que c'est tout le contraire. Pour lui, en fait, le roman ne doit pas être idéologique, mais écrire sur l'idéologie. Et se faire une critique de l'idéologie. Et ce qui fait l'intérêt de Manchette, c'est qu'en fait, il donne à penser. Et jamais il n'assène, il ne fait pas de littérature édifiante, il essaye de proposer un regard moral sur le monde, mais sans être moralisateur. Il y a une citation dans les entretiens où il dit
qu'il veut, je cite, faire voir si le lecteur veut bien prendre le temps de regarder. S'il ne veut pas, c'est son problème. Je ne suis pas chargé de l'évangéliser. Et c'est en ça aussi que je pense que le roman noir est critique et politique au sens noble et intelligent du terme. Jérôme Leroy. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Nicolas, et c'est pas un hasard si dans les entretiens revient régulièrement le nom de Flaubert. Bon, de Huysmans, on y viendra peut-être parce que c'est justement sur la décomposition voulue du style. Mais le nom de Flaubert qui correspond exactement à ce que vient de dire Nicolas, c'est à savoir qu'effectivement, c'est certainement pas des romans à message. C'est affreux, ça. C'est pas certainement pas des romans engagés. Et c'est d'ailleurs là le hiatus qu'il y a avec pas mal d'auteurs de néopolars qui à l'époque manchette en hommes et en citent certains que j'aime bien d'ailleurs en étant très méchant avec eux, mais en disant en gros ils vendent une petite camelote idéologique masquée derrière une histoire noire. Et c'est pas ça, c'est-à-dire que c'est effectivement c'est une invitation à un regard critique sur la société, c'est une invitation, il nous donne les moyens à travers une histoire noire, une histoire policière si vous y tenez, il nous donne les moyens de regarder le monde d'une autre manière, de même que Flaubert, dans l'éducation sentimentale, nous invite à un autre regard sur la politique et n'a pas de message, ou sur Madame Bovary, voilà, sur la condition de la femme, par exemple, sans avoir de message. Sur sa façon d'écrire, alors vous parliez tout à l'heure de Fatal, qui est peut-être l'ouvrage le plus noir de Manchette, qui s'ouvre sur une histoire de groupe de chasseurs, et justement pour s'inspirer, pour rentrer dans cette histoire, il raconte dans ses entretiens qu'il s'est abonné au magazine Le Chasseur français. Alors moi ça m'a beaucoup amusé. Il dit, je le cite, « Je crois beaucoup aux petits détails dans mes bouquins et je me suis abonné au Chasseur français. Le tarif de l'abonnement pour 3 ans est très avantageux, au passage. » Le style en est étonnant, c'est un genre de littérature qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Des gens décrivent leurs premiers lèvres, comment ils lui ont fait la peau, les sentiments qu'ils éprouvent le matin dans les bois avec leur nouveau chien. Il a besoin de ce réalisme pour raconter ces histoires ? Oui, il a besoin de ce réalisme, mais alors il pose la question de manière assez intéressante dans plusieurs entretiens, la question de la documentation. On est quand même dans les années 70, donc il n'y a pas Google, il n'y a pas, etc. Donc, mais en même temps, il dit quelque chose que je trouve très intéressant et que moi je ressens profondément dans mon propre travail, c'est que la documentation, c'est bien à condition de l'oublier assez vite quand on se met à écrire. C'est-à-dire, ça n'est jamais plaqué. Par exemple, sa capacité à décrire des armes dont il dit d'ailleurs qu'il ne les a jamais utilisées, sa capacité à décrire des armes minutieusement et puis ce que fait un impact de balle, c'est bien plus dans un souci quasiment de poème en prose ironique. Voilà, c'est-à-dire que il y a une forme d'humour noir, si vous voulez, dans cette description minutieuse des armes. C'est aussi une façon, il dit par exemple, quand je cite telle marque de cigarette, c'est un procédé très pratique pour l'écrivain parce que ça permet de situer tout de suite le genre de vie et la classe sociale des personnages. Ça, c'est très intelligent. Mais alors, j'allais dire, ça, bon, il en parle pas dans les entretiens, mais j'allais dire, Simenon fait la même chose, c'est-à-dire que les auteurs réalistes font la même chose, c'est-à-dire ils essayent de trouver ce détail. Vous avez raison, il parle d'un personnage qui roule en Ford, par exemple, et on parlait du jazz tout à l'heure dans Le Petit Bleu de la Côte Ouest, qui finalement, Manchette l'explique, alors je sais plus si c'est dans les entretiens, mais c'est en tout cas explique que par exemple, il met du jazz, pas parce qu'il aime particulièrement le jazz, mais parce que le jazz est la musique qu'écoutent les cadres. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ce souci de réalisme, mais j'allais dire, en tout cas, ça c'est normal, mais très souvent, l'important est d'oublier sa documentation et de raconter son histoire. Nicolas Le Flahaix, sur la façon dont Manchette écrit, se documente. Dans les entretiens, il dit, par exemple, ce que dit Jérôme est juste, il est extrêmement précis, très pointilleux sur la documentation, le niveau de réalisme. Et dans le même temps, il dit dans les entretiens que c'est le plaisir de la création, ce n'est pas supportable d'aller simplement photographier la réalité. Donc il y a toujours un pas de côté et une utilisation des détails. Pour prendre l'exemple du Petit Bleu de la Côte Ouest dont vous parliez tout à l'heure, puisque les lecteurs de Babelio en font l'un des romans les plus connus de Manchette, c'est intéressant dans le roman parce qu'il y a un certain nombre de détails très précis sur ce qui entoure le cadre Georges Gerfaut. Enfin, le personnage a un cadre aussi bien du point de vue du mobilier dans son logement que des vêtements. Et ce qu'on comprend, si vous voulez, c'est que ce qui écrase le personnage de Georges Gerfaut, c'est aussi ça.
Il y a une scène un peu amusante dans les entretiens, c'est l'extrait de l'émission d'Apostrophe avec Bernard Pivot. Et Bernard Pivot, en fait, est frappé par la violence du roman, par ce qui est raconté. C'est vrai qu'il y a des scènes un peu spectaculaires. Et Manchette donne à penser que finalement, la violence du roman, elle se trouve aussi peut-être parfois ailleurs. Par exemple, ce que fuit vraiment Georges Gerfaut, c'est pas exactement les tueurs qu'il poursuivent. Même si ces tueurs sont extrêmement menaçants et qu'ils en veulent à sa vie. Ce qu'il fuit, c'est aussi son quotidien de cadre. Et là, ce que nous dit Manchette, et je pense que c'est quelque chose quand même qui peut résonner avec le monde qui nous entoure, c'est qu'il y a quelque chose d'insupportable dans le monde qu'on veut nous vendre. Il le dit souvent dans les entretiens, qui prie contre, par exemple, la dictature de la marchandise qui tue le temps et a fait disparaître l'humain, contre la domination du capital sur la vie, contre toute une espèce de rapport aussi au bonheur, au travail, qu'on essaye de vendre aux individus et qui devient insupportable. Bernard Pivot lui dit que le cadre part dans la montagne. Et je finis avec ça. Manchette dit... si tous les cadres se sauvaient dans la montagne, je ne sais pas si ça ne serait pas un peu plus rigolo, l'existence. Pierre Croze. Oui, sur le style de Manchette, il y a quelque chose qui revient, quels que soient les livres, quels que soient les lecteurs. C'est vraiment l'élément le plus critiqué, le plus apprécié aussi, je crois, des lecteurs. C'est le style de Manchette et sa concision. Je vous ai retrouvé une critique de Fatal, justement, d'un lecteur Babelio. La remarquable, l'exemplaire concision de l'écriture de Jean-Patrick Manchette. Concise mais précise, sèche, efficace, inimitable. Une réponse peut-être à ceux qui, comme René Char, estiment qu'il y a trop de sauce dans les romans. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un mot sur la concision de l'écriture de Manchette ? Jérôme Leroy. La concision de l'écriture de Manchette, par exemple, ce qui est extrêmement intéressant dans Fatal, c'est que, en fait, je pense qu'il teste la résistance de son matériau, il voit jusqu'où ça peut aller, comme on le fait avec dans certaines expériences de physique. Il voit jusqu'où ça peut aller. C'est d'ailleurs pour ça que ce roman a désorienté Gallimard. C'est-à-dire qu'il l'explique aussi dans les entretiens. C'est que Gallimard sait pas quoi en faire. Déjà, ils avaient un peu de mal. Ils ont eu toujours un peu de mal avec parce qu'ils estimaient que c'était inclassable. J'ai tendance à penser, la série noire estimait que c'est inclassable. Et donc il y a cette espèce de statut de la première édition de Fatal qui est un statut assez ambigu. Ils l'ont pas passé en blanche. Ils l'ont édité avec une couverture de Tardy en grand format. Voilà, c'est-à-dire que c'est un roman qui embarrasse parce que Manchette fait à la fois un travail expérimental très fort, tout en gardant d'ailleurs, à mon avis, un roman qui est d'une violence et avec un personnage de femme qui est un des plus beaux que je connaisse de la littérature contemporaine. Ça met très très longtemps à mûrir, parce que généralement ça part d'une abstraction complète. Je pars pas d'une intrigue ou d'un fait divers ou de personnages, mais je me dis, j'ai envie de dire quelque chose sur le terrorisme. Et je pars sur une idée comme ça, ça ne me donne pas du tout un polar. Alors j'attends qu'il y ait des incidents qui me tirent l'œil, que j'ai un thème d'action que j'ai envie de mélanger avec le thème abstrait que j'ai eu au départ. Mais en revanche, à partir de là, il absorbe tout ce qui me tombe sous la main. Je lis des faits divers, n'importe quel bouquin, je vois n'importe quel film, quelque chose va se détacher de ce que je vois et venir s'agglutiner à mon idée, et progressivement il y a une intrigue qui se forme, je commence à avoir des gens et des actions. Et quand tout ça est relié, j'ai un polar, il n'y a plus qu'à l'écrire, comme dirait l'autre. Ça a l'air facile, comme ça, Nicolas Le Fleck, sur cette idée de laisser mijoter, de partir d'une idée abstraite, et puis après comme une éponge, un peu sentir ce qui se passe autour et tout agglutiner. Oui, alors c'est ça, et superposer différentes couches, parce que ce qui est assez frappant dans les romans de Manchette, c'est le nombre de niveaux de lecture qui cohabitent ensemble. Et c'est pour ça, je pense que ce sont des romans qui peuvent plaire pour différentes raisons. Moi, je les ai, depuis que j'enseigne, en fait, d'abord en lycée et puis maintenant à l'université, il n'y a pas une année sans que je travaille Manchette avec des lycéens ou des étudiants. Et je suis toujours frappé, en fait, par le fait d'abord que ce sont des romans qui plaisent toujours, qui frappent par leur modernité. Et ensuite, ce sont des romans qui plaisent pour plein de raisons. Certains parce que y a un contenu politique qui va intéresser des adolescents ou de jeunes hommes ou de jeunes femmes. D'autres parce qu'ils trouvent ça drôle, parce que c'est quand même très drôle aussi derrière la violence. D'autres aussi par les personnages. Et je rejoins Jérôme sur le roman Fatal qui est
Alors peut-être moi aussi, l'un de mes préférés, c'est toujours difficile de choisir, mais j'ai une tendresse particulière pour Fatal. Et Aimée Joubert, le personnage féminin de Fatal, est vraiment une très grande héroïne. Et j'ai souvent été frappé par le fait qu'elle plaise à des lectrices qui sont adolescentes ou étudiantes, et qui sont vraiment, elles aussi, interpellées par ce personnage féminin-là. Et par les personnages féminins, d'ailleurs, de Manchette en général. Donc, si vous voulez, effectivement, bon, quand il le dit, ça mûrit, et puis il n'y a plus qu'à l'écrire. Il le dit avec humour aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autodérision. Mais c'est vrai que ça progresse par strates, et tout s'accumule jusqu'à faire ces romans-là qui sont vraiment des romans très étonnants, parce qu'il essaye, comme le disait Jérôme, d'en donner au lecteur un peu pour son argent. Il dit « je distrais le client », c'est-à-dire que c'est romanesque, il y a de l'action, il faut plaire au lecteur de la série noire, qui est quand même un lecteur qui attend quelque chose d'une collection un peu populaire. Et dans le même temps, en même temps que ça, il arrive à faire plein d'autres choses. Et c'est ce qui fait de ces textes-là des objets littéraires quand même un peu singuliers. Oui, deux choses pour réagir à ce que vient de dire Nicolas. La première, c'est que, par exemple, la fin de Fatal est une espèce de texte incroyablement lyrique, incroyablement beau sur la dernière page. Et Manchette dit qu'en fait, il a voulu passer de l'impassibilité de Flaubert à l'espèce de pourriture noble que représenterait le style de Huysmans, c'est-à-dire le style des auteurs fin de siècle qui, justement, ont épuisé un genre. Parce qu'il y a aussi cette idée chez Manchette que le roman, il y a intérêt à se trouver quelque chose, parce que, effectivement, est-ce que c'est encore autre chose qu'une marchandise pour, j'allais dire, Georges Gerfaut, une marchandise pour les classes moyennes supérieures des années 70. Est-ce que c'est encore autre chose? Et puis la deuxième chose, c'est sur les personnages féminins. Il y a un autre personnage féminin qui est pour moi extraordinaire, c'est la Juliette de Audingot au château, qui est considérée comme une folle, qui est d'ailleurs employée, je ne vais pas dévoiler l'intrigue à ceux qui n'auraient pas lu ce roman, mais qui est d'ailleurs employée par un millionnaire, enfin en tout cas l'héritier d'une fortune, parce qu'elle est folle, je n'en dirai pas plus. Et voilà, et là aussi c'est un personnage féminin d'une force peu commune, et qui n'est pas du tout, j'allais dire, regardé comme étant quelque chose, enfin regardé comme on peut, comme certains romans peuvent traiter des personnages de femmes en disant tiens je vais me faire une super héroïne ou etc. Pas du tout. C'est dans le cas il y a une tueuse et une folle, mais elles sont paradoxalement peut-être celles qui ont le regard le plus clair sur ce qui se passe dans ce monde-là. Nicolas Le Flahac, vous dites que l'une des questions qui parcourt toute l'œuvre de Manchette, c'est celle qu'il a formulée en disant comment donner un choc au lecteur avec tout ce qui se passe autour de nous. S'il se pose cette question dans les années 70-80, on peut aussi se la poser aujourd'hui en 2023. Oui, exactement, c'est ça. Alors, le terme de choc revient très souvent dans son œuvre, et il a vraiment la volonté, si vous voulez, d'ébranler le lecteur par différents moyens. Et Jérôme l'a dit, alors il est capable de faire feu de tout bois. La fin de Fatal, c'est un texte vraiment admirable. Moi, à chaque fois que je le lis, je suis vraiment ébloui. Et alors, le côté écriture, par exemple, le côté concis de l'écriture de Manchette, quand on lit la fin de Fatal, on se dit, il est capable aussi de faire autre chose quand il veut, quoi. C'est-à-dire qu'il peut aller sur différents terrains. Et la question du choc, elle parcourt, si vous voulez, l'œuvre de Manchette de plein de manières, parce que Manchette nous place aussi dans un inconfort. Le principe du roman noir, par exemple, par rapport au roman policier un peu classique, c'est que ça se termine pas bien, parce que, comme le dit Manchette, les salauds sont au pouvoir et que de toute façon, le mal écrasera l'individu solitaire. Donc, d'une certaine manière, c'est pas réconfortant pour le lecteur de lire ça. Et là, comme le disait Jérôme, il rejoint aussi Flaubert, parce que Flaubert, dans sa correspondance, dit qu'il veut agir comme penseur et comme démoralisateur. Et Manchette dit dans ses chroniques, il écrit « Naguère, un crétin craignait désespérer Billancourt, il s'agit de désespérer tout le monde ». Donc là, il y a aussi un choc pour le lecteur, si vous voulez, qui ne se retrouve pas tout à fait réconforté à la lecture de Manchette. Et pourtant, derrière ça, il y a quelque chose qui réconforte, d'abord par le travail de l'intelligence qui fait que le roman nous permet quand même de mieux comprendre le monde, par le travail esthétique qui fait qu'il y a des scènes dans Manchette qui sont incroyables.
S'il faut, Jérôme évoquait Nicolas Odingo Leflaic, au château. s'il faut citer, parce qu'on arrive au terme de l'émission malheureusement, un titre pour rentrer dans l'œuvre de Manchette, si on ne connaît pas du tout, vous conseillez lequel, Nicolas Leflaic? Alors je vais justement... en un mot. Le Petit Bleu de la Côte Ouest, ça marche bien, c'est vrai. Mais Odingo au château... je rejoins assez Jérôme, c'est une bonne manière aussi d'entrer dans l'œuvre de Manchette parce qu'il y a le personnage effectivement féminin, il y a un côté course-poursuite qui est quand même assez impressionnant pour le lecteur, et dans le même il y a des scènes incroyables, c'est à ça que j'allais venir. C'est, par exemple, il y a un incendie de supermarché. Vous pouvez pas tout me raconter, Nicolas Leflaic, je suis désolé, on arrive au bout. On va demander à Jérôme Leroy son film. Pour l'incendie, on a compris. Jérôme Leroy, pour rentrer dans l'œuvre très rapidement. Mais je pense que les lecteurs de Babelio ont le nez, parce qu'effectivement, Le Petit Bleu de la Côte Ouest concentre l'essentiel de ce que c'est faire Manchette. Merci beaucoup, Jérôme Leroy. Votre dernier roman, Les Derniers Jours des Fauves, est réédité dans la collection Folio Policier. Ça paraît le 6 avril prochain. Et je rappelle d'ailleurs que vous avez été lauréat des prix des lecteurs du Quai du Polar pour votre roman L'Ange Gardien. Merci Nicolas Leflaic d'avoir été avec nous. Vous éditez et présentez Derrière les lignes ennemies, entretien 1973-1993, entretien réuni par son fils Doug Headline et publié à la Table Ronde. Merci à tous. Merci Pierre Croze. Merci à vous. Qu'on retrouve ce week-end au Quai du Polar jusqu'à dimanche à Lyon.